Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, je vous propose de faire un tour du potager. Début juin, la récolte des petits pois et des fèves s'annonce plutôt bonne. Les petits pois, pour moi, c'est une première. L'année dernière, j'avais fait des mange-tout. Et du coup, à renouveler parce que c'est vraiment assez exceptionnel en termes de goût. Surtout lorsqu'ils sont crus et que les pois sont encore jeunes et tendres. Ils sont davantage sucrés. Et plus en fait les cosses deviennent bombées, et plus les pois deviennent farineux, et plus ça devient long à la cuisson et vraiment une texture très farineuse. Et moins ils ont de goût. Cette année, on a une belle récolte de fèves également. Elles n'ont pas subi d'attaque de pucerons ni développé de maladies. Je les ai ramassées assez jeunes lorsqu'elles étaient encore bien vertes, de façon à pouvoir les consommer crues. Donc à ce stade, en fait, les fèves n'ont pas encore développé une peau trop épaisse, donc on peut les consommer crues. Et puis les cosses peuvent se consommer en velouté par exemple. Moi je les réutilise plutôt au potager. Je les pose sur mes parcelles et les limaces s'en régalent. Et en plus, ça enrichit le sol en azote. Ici, une cosse de petits pois bien garnie. J'ai commencé à récolter un peu d'ail que j'avais planté début mars. On récolte lorsque les feuilles commencent à faner. Celui-ci, c'est de l'ail violet, on le voit bien à sa couleur. J'ai commencé également à récolter quelques oignons blancs. Lorsqu'ils sont petits comme celui-ci, ils sont délicieux, crus en salade avec la tige. En ce qui concerne les fruits, j'ai récolté des loganberry. Ce sont des fruits issus d'un plant de muroise. C'est tout simplement un croisement entre un framboisier et une ronce. L'avantage de celui-ci, c'est que c'est un cultivar sans épines. Et ça fait d'énormes fruits. Par contre, en termes de goût, je trouve ça un peu plus fade que la framboise. Je récolte mes tout premiers abricots. Cet abricotier fait partie des tout premiers arbres qu'on a plantés sur le terrain. Ça devait être en automne 2021. Il avait subi une attaque de chevreuil, mais ça va, je l'ai soigné et là, il tient le coup. Après la récolte, je nettoie ma parcelle. En fait, j'arrache tous les plants qui ne sont plus productifs. J'en profite pour faire les dernières récoltes. Ensuite, je mets tout dans un tas et hop, au compost. Rien n'est perdu, tout est récupéré puis transformé. Dans l'assiette, ça donne quoi? Eh bien, ici, par exemple, une salade de riz et petits pois germés. Le petit pois est une légumineuse dite immature. Et l'avantage de faire germer les légumineuses, c'est qu'ils sont très concentrés en enzymes, en minéraux et en vitamines. Plus riches en fibres et donc beaucoup plus digestes. J'ai fait aussi quelques poêlées du jardin en mélangeant des pois avec des fèves et des oignons. Et puis comme j'ai fait au moins 3 tournées de récolte, j'en ai conservé un peu sous vide au congélateur. La machine sous vide, c'est vraiment un outil presque indispensable pour moi. Ça permet vraiment de bien conserver les aliments. Et ça évite dans le congélateur de former des blocs de glace. Ça reste bien hermétique. Et pour réduire son impact environnemental, pas ce qu'il y a forcément de mieux parce que le congélateur ça consomme de l'énergie et il y a quand même l'emballage plastique qui pose question. Je fais également des conserves, mais ce sera plus tard dans la saison pour les tomates, confitures et autres. Mais au moins c'est local, ça vient pas de l'autre bout de la planète et ça c'est déjà pas mal. Maintenant que j'ai bien nettoyé ma parcelle, je vais venir planter mes pieds de patates douces. On peut planter au même endroit, il n'y a pas de problème. La culture de fèves, ça a l'avantage d'être un très bon engrais, très bon fertilisant pour le sol. Ça vient fixer l'azote. La patate douce est une plante grimpante, ça fait de très longues lianes. Elles vont venir petit à petit coloniser tout le grillage et s'étendre sur plusieurs mètres. J'ai mis 2 variétés, de la blanche et de la orange. Et par contre la violette je ne l'ai pas encore mise parce qu'elle a germé plus tardivement. J'ai essayé avec la technique de l'eau, ça n'a pas marché. Donc je l'ai coupée en deux, je l'ai posée sur du terreau et ça a germé mais très tard dans la saison.
Dans cette nouvelle parcelle, je plante des pieds de tomates et de poivrons. J'ai créé également une nouvelle parcelle pour accueillir les légumes perpétuels. Donc un légume perpétuel, c'est quoi? C'est tout simplement un légume qui repousse à l'infini. C'est-à-dire qu'il va se ressemer tout seul et chaque année, sans rien faire, eh bien, ça va repousser. Je dis légumes, mais il n'y a pas seulement des légumes. Il y a aussi des fleurs, de l'oignon, de l'ail, de la rhubarbe, du chou. Donc j'ai introduit sur cette parcelle de la bourrache, de la rhubarbe, de l'artichaut, de l'éliantie. Aussi, au centre du potager, j'ai de la livèche, de l'ail éléphant, de la cive Saint-Jacques et de l'oignon rocambole, qui sont tous des plantes perpétuelles. Ici, j'ai un pied de cola, c'est une plante vivace arbustive qui a une odeur et un goût de Coca-Cola. Ici, c'est de l'ail éléphant, ça fait une tige très haute qui peut faire 1,50 m de haut. Et de l'oignon rocambole, qui fait aussi une longue tige qui retombe au sol et ensuite ça se replante tout seul. Dans la serre, nous avons des pieds de tomates, des poivrons, des aubergines, du piment, des concombres. Plus trop de salade là, je récolte les dernières, elles sont toutes montées en graines. J'ai aussi un peu d'ail et des patates douces. Comme ça, je vais pouvoir comparer comment ça pousse sous serre et en extérieur. Alors ces pieds de concombre, très envahissants, ont repoussé tout seuls. Je les ai pas arrachés, je vais voir ce que ça donne. Mais à la base, je voulais mettre que de la patate douce. Je me retrouve avec un petit mélange des deux. Il y en a certainement un qui va prendre le dessus sur l'autre. On verra. J'ai quelques plantes aromatiques, menthe, persil, ciboulette. Là, c'était mes feuilles de tomates il y a environ un mois. Ils étaient envahis de pucerons. Les petits insectes blancs là, ce ne sont pas des insectes, ce sont des exuvies, donc des mues de pucerons. Et puis j'ai décidé de laisser faire la nature. Donc petit à petit, j'ai des insectes qui sont rentrés dans la serre, j'ai observé des coccinelles, plusieurs prédateurs. Puis en fait, au bout de quelques semaines, ça a fini naturellement par se réguler. Et pourtant, vous pouvez voir que c'était bien atteint. Et là, un mois plus tard, on va faire un petit zoom sur les feuilles. Il y a des fleurs, il y a des tomates. Et si on zoome sur les feuilles, elles sont impeccables. Il y a un ou deux pucerons par-ci par-là. Mais sinon, nickel, il n'y a plus rien. La nature a fait son job. Donc voilà, ça pousse tranquillement. On taille les gourmands, on taille pas les gourmands, question éternelle. En serre, je coupe, je suis obligée de contrôler, sinon je peux plus passer dans les allées. Par contre, en extérieur, je laisse. Et puis, il vaut mieux aérer le feuillage en serre parce que avec l'humidité, la chaleur, pour un peu que les feuilles commencent à se toucher entre elles, là, c'est le milieu assuré. Je me fais un petit plan, je note qui correspond à quoi. J'enlève les feuilles sur les 10-15 premiers centimètres. Je coupe quand même les feuilles du haut. J'en laisse quelques-unes, mais je réduis la surface des feuilles. J'enlève les fruits, je supprime les fleurs. Je plonge les tiges dans un verre d'eau. Et au bout de quelques jours, il va y avoir des racines qui vont se développer. Et on obtient des boutures de la variété qu'on veut reproduire. Et ensuite, il n'y a plus qu'à l'enfouir dans la terre et ça fait un nouveau plant. Nouvelle parcelle également, culture de pommes de terre sur gazon. J'ai fait 7 rangées, j'ai différentes variétés. Et là en fait on est au début du mois de juin, les pieds sont beaux, vigoureux, bien paillés. On a eu beaucoup d'alternance de pluie, beau temps, pluie, grosse chaleur. Et là fin juin, après 60 jours,
Donc il reste encore un bon mois à tenir normalement avant la récolte. Eh bien j'ai au moins 2 rangées de pommes de terre Binge qui sont atteintes d'une maladie qui s'appelle l'alternariose. C'est une maladie fongique, hein, c'est un champignon, hein, un peu comme le mildiou, sauf que ça fait des taches concentriques. Et une nouvelle parcelle de plus, les cucurbitacées. Donc ici on se situe tout en bas du jardin, en lisière du bois, où j'entreposais mon compost. Et en fait j'ai étalé tout le tas, il en restait plus beaucoup, hein. C'était vraiment le fond du compost. Et j'ai planté tout plein de cucurbitacées, donc melon, pastèque, courge. Et entre chaque plant, j'ai planté quelque chose de vertical. Donc soit un pied de maïs, soit un tournesol, soit un pied de tomate ou poivron. Et j'ai mis même quelques aubergines plus dernièrement. J'ai aussi mis quelques pieds de courgettes qui me restaient en trop. Donc là, il y a beaucoup de fleurs, mais pas encore de fruits. Enfin, des tout petits fruits qui commencent à pousser. Alors à la base, il y avait des allées pour pouvoir circuler. Mais là, c'est même plus la peine. Donc pour essayer de contenir un peu tout ça et d'augmenter la productivité, je viens pincer le bout des tiges des melons et des pastèques. Je l'ai fait aussi sur les courges. Contre 4-5 feuilles et hop, j'étête. Ça va permettre de développer des ramifications. Et ensuite, sur chaque ramification, je referai la même 4-5 feuilles, j'enlève la pointe. Et sur ces ramifications qui porteront des fruits, je ne laisserai qu'un seul fruit pour qu'il puisse grossir. Donc voilà, là il n'y a plus grand chose à faire avant la récolte, si ce n'est de pailler pour préserver le sol de l'érosion, de la chaleur, de l'évaporation. Je ne cesse de le répéter dans chacune de mes vidéos. J'ai la chance d'avoir dans la parcelle juste à coller à mon terrain des voisins qui font du foin. Donc vous voyez là, ils me déposent la balle juste en bas du terrain. Parlons un peu de biodiversité. Quand on parle de biodiversité, en fait, on parle de diversité biologique de l'ensemble des organismes vivants, ainsi que l'ensemble des écosystèmes. Donc, il y a une diversité écologique au niveau des habitats, les lacs, les montagnes, les volcans, les forêts, etc. Ensuite, il y a la diversité spécifique des espèces, animaux, végétaux, mycètes, bactéries. Et puis, il y a la diversité génétique. Là, au sein d'une même espèce, on va trouver différentes variétés. Par exemple, pour une plante, on va trouver X variétés de cette même plante. C'est donc l'ensemble des formes de vie, des milieux naturels, les interactions de ces organismes entre eux et leur milieu de vie. Et tout ce monde vivant joue un rôle important dans les écosystèmes. Il est primordial de les préserver. Pourquoi ? Parce qu'une grande partie des espèces est menacée par le réchauffement climatique. Les scientifiques s'accordent même à dire qu'on entre dans une 6e extinction de masse. On considère qu'il y a une extinction de masse lorsque 75% des espèces disparaissent sur une courte période à l'échelle géologique, ce qui peut prendre des millions d'années. La Terre a déjà connu 5 premières extinctions de masse. En revanche, ça serait la première provoquée par l'homme. On pourrait penser que ce phénomène est cyclique et que quoi qu'il arrive, on serait peut-être amené à disparaître. Sauf qu'en fait, l'activité générée par l'homme accélère tout ça. La surexploitation, la pollution, l'urbanisation, etc. ont un impact considérable sur la biodiversité. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle, individuellement? Vous allez me dire, pas grand-chose. Eh bien si, parce que chaque petit geste compte. Est-ce que vous connaissez la légende du colibri, racontée par Pierre Rabhi? La légende dit qu'un jour, il y eut dans une forêt un immense incendie. Tous les animaux étaient terrifiés face à ce désastre, se sentaient impuissants. Seul le petit colibri s'agitait pour aller chercher quelques gouttes d'eau dans son bec et les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par ces mouvements dérisoires, lui dit « Petit colibri, tu n'es pas fou? Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. » Et le colibri lui répondit
Je le sais, mais je fais ma part. J'aime beaucoup cette petite légende. Je la trouve très inspirante. Parce que lorsqu'on se sent impuissant, on a tendance à beaucoup se reposer sur les autres et attendre que les autres fassent le boulot, qu'ils trouvent des solutions. Alors qu'en fait, si chaque petit colibri faisait sa part, collectivement, ça aurait un gros impact. Je pense qu'on peut tous et chacun devenir acteurs du changement qu'on souhaite voir dans le monde. Et pour cela, il suffit de quelques gestes simples. Ça peut commencer par des éco-gestes, réduire son temps sous la douche, bien faire le tri de ses déchets à la source, utiliser des produits naturels, par exemple les lessives, les gels douche, shampoing, de vaisselle. Même si on n'a pas le temps de les faire maison, il existe des produits quand même assez naturels qui ont un faible impact environnemental, produits WC, etc. Essayez de consommer des produits locaux, de saison, sans emballage. Limiter sa consommation de viande, planter des arbres. Si vous vivez en appartement et que vous avez la chance d'avoir un balcon, il est tout à fait possible de mettre des petits arbustes en pot ou des jardinières fleuries. Tondre moins souvent ou pratiquer la tonte différenciée, c'est-à-dire qu'on laisse des espaces non tondus. Éviter d'acheter des gadgets inutiles. Acheter d'occasion si vous en avez la possibilité. Utiliser les transports en commun ou covoiturer. Favoriser les accessoires et équipements de qualité pour qu'ils durent dans le temps. Même si au départ ça coûte un peu plus cher, dans le temps c'est non seulement rentabilisé, mais aussi ça évite de jeter et de racheter. Réduire sa consommation d'électricité. Éteindre la télé au lieu de la laisser en veille, ça consomme. C'est un chargeur branché sur une prise, ça consomme. Éviter les cuissons longues par exemple, ou mettre un couvercle. Là, j'ai installé un hôtel à insectes que mes collègues de travail m'ont offert. Alors, c'est, comme son nom l'indique, un hôtel, donc un hébergement pour les insectes, pour qu'ils puissent dormir et se reproduire. Je l'ai mis en limite de propriété dans une haie, planté sur un piquet, puis j'ai renforcé avec du fil deltane. J'ai protégé les arbres avec des petits morceaux de bambou. Ça peut être un truc sympa pour attirer les insectes. Alors, ça marche plutôt bien en milieu rural. Par contre, en milieu urbain, s'il n'y a pas d'arbres et qu'il n'y a pas d'insectes, c'est pas ça qui va les attirer et qui va les faire rester. Là, je l'ai installé à côté d'un arbre recouvert de lierre. Le lierre, c'est très mellifère, ça attire beaucoup les insectes pollinisateurs. Il y a plein de hautes herbes, de tas de bois. Je pense qu'ils vont avoir de quoi manger. Bon, et là, vous avez vu, lui aussi, il a faim. Donc voilà, mon dernier conseil, c'est de pratiquer la tonte écologique à l'aide d'un cheval. Non, je rigole. C'est même pas mon cheval. C'est le cheval du voisin qui s'est échappé. Cela dit, j'envisage sérieusement de clôturer une partie du jardin et de prendre une chèvre pour tondre. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Bon jardinage. Ciao ciao.